Salut le vendredi, c'est n'importe qui, and today it's me. My name is Christopher McDonald. Je suis le DG de Anime News Network et le nouveau rédacteur en chef de Anime Land. Aujourd'hui, c'est la critique du jeu, Dengeki Banko Fighting Climax, pourquoi on est là, un reportage, et les oubliés de la Playhistoire sur Captain Harlock, et tout de suite, les news. Dans The Escapists, pas besoin d'être un pro en anglais pour comprendre que la motivation principale des personnages sera de s'échapper. Mais peut-être est-ce pour ça qu'on dit aussi filer à l'anglaise. Le jeu de Moldy Tooth Studio et édité par Team 17 Digital est en accès anticipé sur Steam depuis un peu plus de 6 mois maintenant. L'équipe a dû juger que les retours de sa communauté étaient satisfaisants car elle vient d'annoncer une date de sortie de la version complète de son jeu pour le 13 février. Et en plus, le titre en profite pour s'inviter sur Xbox One également. Avec ses 6 prisons, ses 6 méthodes d'évasion, du traditionnel tunnel à la révolte, le contenu semble au rendez-vous. Sans compter qu'il sera possible de s'essayer à une dizaine de métiers au sein de l'univers carcéral, bricoleur, libraire ou employé à la laverie. Il faudra également récolter environ 200 objets qui permettront de fabriquer une 50aine d'accessoires. Tous auront une utilité dans votre grand projet et faire en sorte que votre fine équipe puisse finalement jouer les filles de l'air. Avec une date de sortie désormais bien calée, on vous reparle de ce titre très bientôt. Dans le courant de la semaine dernière, soit 5 mois après la mise à jour 2.1, Diablo 3 a présenté sa nouvelle version. La version 2.1.2, puisque tel est son nom raccourci, apporte évidemment de nombreux équilibrages, plus ou moins importants, aux différentes classes du jeu, ainsi qu'à quelques pièces d'équipement. Mais elle avance surtout une nouvelle répartition plus équitable des ennemis en faille supérieure, sans oublier 3 nouvelles gemmes légendaires et de nouveaux types de gobelins au trésor. C'est également l'occasion pour Blizzard de lancer la saison 2, qui s'accompagne de son nouveau classement et de quelques pièces d'équipement inédites. Tout cela reste assez léger, mais nous ne parlons pas ici d'une mise à jour majeure. Il faudra certainement attendre la version 2.2 pour espérer voir arriver de gros changements. Une news rapide maintenant pour parler de DOA 5 Last Round et ce dernier trailer en date qui nous présente la petite Honoka. Pour rappel, Last Round, c'est en quelque sorte la version définitive de DOA 5 qui devrait sortir sur PC, PS4 et Xbox One. Mais aussi PS3 et 360 sous la forme d'une upgrade de la version Ultimate. Pour en revenir au personnage présenté, il est difficile de ne pas être un peu déçu. Honoka est complètement générique et semble disposer de coups et d'enchaînements empruntés aux autres combattants de la série. Un perso qui donne l'impression d'avoir été créé dans la facilité et pour un public particulier. On sera de toute manière amené à vous reparler du jeu lors de sa sortie chez nous en février prochain. So hot. And I'm back. Again, because this is actually the third time I do this take. Alors, comme vous avez peut-être aperçu, je parle un peu le français, mais j'ai du misère à parler longtemps, alors je vais continuer en anglais. I'm sorry. I've been an anime and manga fan all of my life. I grew up in Quebec, and Quebec is actually possibly the greatest place in the world to be an anime and manga fan outside of Japan. Because we're bilingual, we get all of the anime and manga from France, as well as all the anime and manga from the United States. So we have everything from the 2 biggest anime and manga markets in the world. Growing up, I watched Capitaine Harlock, Belle et Sébastien, Goldorak, et bien sûr, Astro Boy. Of course, as a child, to me this was all just cartoons. I had no idea that any of this was from Japan, and whatever I watched in French, I assumed came from France, and whatever I watched in English, I thought was made in America. So Captain Harlock and Goldorak, those were French cartoons to me. Anyways, now it's time for la critique du jeu, Dengeki Banko Fighting Climax. En matière de fighting game 2D japonais, la situation en quelques années a bien changé. Pendant longtemps véritable chasse gardée de SNK et Capcom, ces derniers ont au cours de ces 10 dernières années soit quasiment abandonné ce style, soit l'ont transposé en 3D avec le succès que l'on connaît. Street Fighter 4 et ses déclinaisons pour ne pas les nommer. En dehors de la scène amateur de Doujin Game via le moteur Mugen ou d'autres, il ne reste plus que le studio Arc System Works à développer ou éditer encore des jeux de baston en 2D via ses licences BlazBlue, Persona 4 Arena ou encore Arcana Heart.
Même sa série culte Guilty Gear est désormais passée à la 3D, via un cel shading certes magnifique, mais signant pour beaucoup le déclin de la technique d'animation à l'ancienne. À l'occasion de son 20e anniversaire, le label de light novel, c'est-à-dire des romans populaires courts destinés aux adolescents japonais, Dengeki Bunko, s'est associé au petit studio French Bread et à Sega pour sortir non pas un simulateur de drague, comme il en existe beaucoup sur le marché japonais, mais un fighting game mettant en scène quelques-uns de ses personnages emblématiques. Intitulé Fighting Climax, le jeu est sorti sur arcade en mars 2014 et en cross-save sur les consoles de Sony, Vita et PS3 japonaises depuis novembre dernier. Le mode story du jeu nous présente une histoire servant avant tout de prétexte pour faire s'affronter les différents adversaires. Denshin, une déesse version anthropomorphique de la console Dreamcast, convoque le joueur dans un univers virtuel pour qu'il l'aide à venir à bout d'une entité maléfique ayant pris le contrôle des héros de Dengeki Bunko. Un argument comme un autre pour justifier de venir à bout des 14 personnages jouables, dont les 2 boss débloquables. À cette première sélection s'ajoutent 23 autres personnages, dits de support, servant à venir en aide aux joueurs. On y retrouve donc les héros et héroïnes de light novel plus ou moins connus, comme Shana de Shakugan no Shana, Asuna de Sword Art Online, des persos de Dulalala ou Spice & Wolf, mais aussi quelques-uns issus des jeux vidéo Virtua Fighter et Valkyria Chronicles. Cette diversité se retrouve également dans les décors traversés puisque certains proviennent de Phantasy Star Online, Nights into Dreams et même de Sonic. Un mélange des sources et des styles de dessin qui, à la manière d'un mauvais Mugen, aurait pu choquer visuellement dans le jeu, mais qui passe finalement bien grâce à des artworks de transition sobrement animés et des sprites dotés d'une grande homogénéité graphique. Leur animation, bien que parfois un peu raide, est soignée, diversifiée et souvent assez drôle, en particulier lors des attaques spéciales. On soulignera ici aussi que le jeu comporte finalement assez peu de fanservice gratuit ou lourdingue et propose au contraire des doublages de qualité par les principaux acteurs originaux des adaptations animées. Contrairement aux jeux de combat capcomiens, ici pas de coups de pied faibles ou forts. 3 boutons servent d'attaque générique faible, moyenne ou forte pour chaque combattant. Le 4e sert à invoquer le personnage de support. Selon le héros choisi et la direction pressée lors de son invocation, celui-ci permettra soit de bloquer ou d'attaquer l'adversaire, soit de redonner un peu d'énergie au joueur. Afin de ne pas en abuser, une jauge de recharge interdit d'y avoir un nouveau recours pendant un court laps de temps. En plus des frappes et chops classiques, les coups portés font également monter une jauge d'énergie pour permettre de déclencher des super coups spéciaux dévastateurs appelés ici les Climax Arts. De manière habituelle, ceux-ci sont tous déclenchés par une combinaison de touches accompagnée des traditionnels quarts et demi-cercles au pad. Tous les combattants disposent dès le départ d'une réserve d'énergie permettant de bloquer un combo ennemi lors de son déclenchement, appelé le blast. Puis de placer un ou plusieurs super dès le début du round, quitte à se retrouver démunis pour la suite du combat. Un peu à la manière d'un Marvel vs Capcom, l'affrontement prendra très vite des allures de spectacle pyrotechnique animé, avec une dimension tactique peut-être un peu plus poussée, malgré le côté délirant des animations. Car oui, la plupart des combattants issus des pages Dengeki Bunko, dont on peut d'ailleurs lire des passages en japonais dans le jeu, sont des petites filles colériques. Des rebelles se battant à coups de panneaux de signalisation, ou des lycéennes adeptes du cosplay. En résulte un petit côté hystérico-kawaii que les fans d'Arcana Heart connaissent déjà, mais qui pourra surprendre les adeptes purs et durs de Mortal Kombat ou Street Fighter 4 et leurs guerriers musculeux et un peu plus sérieux. En dehors des habituels modes Story et Versus à 2 joueurs, issus de l'arcade, on trouve également le mode Dream Duel, qui propose de combattre uniquement 6 adversaires, ponctués de dialogues alternatifs.
Les plus classiques modes Score Attack, Time Attack et Survival et Training sont eux aussi présents et à disposition des joueurs souhaitant améliorer leur technique et leur endurance. Enfin, pour ceux qui souhaitent se frotter à de vrais pros plutôt qu'à une IA forcément limitée, le mode online permettra de constater que les joueurs japonais ont toujours un très haut niveau dans ce domaine et sanctionnent durement la moindre maladresse. Dernier point, mais non des moindres, on soulignera que le déblocage de contenu et persos additionnels se fait à l'ancienne. Ainsi, les deux boss jouables, Akira de Virtua Fighter et Selveria Bless de Valkyria Chronicles, se débloqueront en terminant le mode story, respectivement une fois de manière normale et une deuxième fois en terrassant un maximum d'adversaires par des attaques spéciales. Les victoires remportées dans chacun des modes rapporteront des points de crédit permettant d'acheter artworks, sound test et tags de customisation pour le mode online, qui viendront enrichir la galerie de médias du jeu. Bref, des bonus à débloquer par l'entraînement plutôt que via des DLC payants, comme c'est à présent trop souvent le cas chez les grosses licences. La découverte d'un titre inédit chez nous, qui plus est dans le genre ultra balisé du jeu de combat, recèle toujours une part d'inconnu et heureusement, dans le cas de Dengeki Bunko Fighting Climax, il s'agit d'une excellente surprise. Si l'on accepte des musiques très orientées technopop et des personnages très typés qui pourront ne pas plaire à certains, le jeu est très agréable, plutôt généreux dans le nombre des combattants proposés et surtout doté d'un gameplay très abordable, y compris pour les novices. Son côté jouabilité à l'ancienne, à mi-chemin entre un Marvel vs Capcom et un Street Fighter, en fait un jeu facile à prendre en main, mais plus complexe à maîtriser, qui devrait plaire également aux experts du genre. Reste que le titre n'est pour l'instant pas annoncé pour une sortie en Occident. Mais le jeu n'étant pas zoné sur Vita comme sur PS3, nous ne saurons que vous conseiller de sauter le pas si vous hésitez à le prendre. As I was saying before, as a child I really didn't know the difference between American cartoons, Japanese cartoons, French cartoons. But as a teenager I discovered anime and manga and how they were different. This was with shows and comics like Robotech, Gundam, Akira, Dragon Ball, Gunma, and most importantly for me, Bubblegum Crisis. That was the anime that made me a fan of anime. Then in 1996, I saw the world premiere of a movie that would change my life. That was Satoshi Kon's Perfect Blue. From that point on, I wasn't just a fan of anime, I was an otaku. And to this day, Perfect Blue remains one of my favorite all-time anime. Other favorites include all of Satoshi Kon's movies. I've actually had several opportunities to meet Satoshi Kon, and to this day it remains one of my biggest regrets that I never acted on any of those opportunities. I've been in the same room as him and I've never said hi, and I never will get the chance to do that. Other favorites of mine include all of Satoshi Kon's movies, of course, Cowboy Bebop and Suzumiya Haruhi. Et maintenant, on regarde pourquoi on est là. Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? On est là pourquoi, au fait? Ah, bah justement, ça tombe très bien que tu poses cette question, parce que moi, ça fait un petit Attends, moment Maria, que- pardon. C'était quoi cette soirée, sérieusement? Mais de toute façon, est-ce que c'est raisonnable de travailler dans ces conditions? Moi, j'ai peur pour les résultats de la semaine, là. Laisse Bertrand, je m'en occupe. Ok, la fête surnaturelle des deux, là, ça nous a mis dans une situation délicate. Mais on peut encore s'en sortir si on met le paquet cette fois-ci. C'est un gros contrat, donc ça peut rattraper tous ceux qu'on a foirés jusqu'à maintenant. Ok? On y va. Ouais, moi je crois qu'il nous faut une idée béton, hein. On s'y met tout de suite. Et là, Hervé, s'il te plaît.
Mon amour, Écoute la dame, Hervé, elle a raison. C'est ce que je viens de dire. Merci Catherine. Allez les enfants, on y va. No life. No life. No life, ouais. Emploi. Emploi. No life emploi. No life emploi. Mais dans la vraie vie. Ouais, dans la vraie vie. No life emploi, hier Hélène et les garçons. Pas mal ça. Ouais, ça pourrait marcher. Ouais. Allez, on part là-dessus. Petite semaine quand même. Hein. Ouais, bah, Quand même. pour nous, ça va. No Life Emploi, IRLN et les garçons. Alors voilà, nous ce qu'on cherche comme profil avec les garçons, c'est un batteur pour le groupe, parce que là en ce moment, Christian il est un peu sur une pente glissante. Ah, je bois du noir. Au niveau du son, nous on se concentre surtout sur les tout débuts ou les toutes fins de morceaux, hein, systématiquement. Sinon, notre style, je le qualifierais de générique, dans le sens où il est destiné à faire office de générique. Nous, on aime bien, qu'est-ce qu'on aime bien faire? On aime bien boire des verres à la cafette. Un cri-cri, t'aimes bien ça? Ouais. Partir sans payer, mais de toute façon, on les finit pas. Sortir avec des filles, moi avec une, Chris avec une autre, après l'inverse. Après Nico avec une fille. Mais moi, en fait, je suis avec elle en scred, et puis lui, il sort avec quelqu'un d'autre, ça, on aime bien faire ce genre de truc, c'est... Voilà, donc concernant la rémunération, alors c'est pas grand chose. Cri-cri, s'il te plaît. Je suis en train de... avec les gens de la télé. Ouais, mais je bois du noir. Oui, je sais. Alors, récemment, j'ai beaucoup aimé Terror in Resonance et Tokyo Ghoul. Et présentement, je regarde Genshiken Nidame, que j'aime beaucoup parce que c'est un animé méta. J'aime beaucoup les choses qui parlent des fans d'anime puis du production d'anime. Je regarde aussi Parasite, Shirobako. Et bien sûr, j'aime Shirobako aussi parce que c'est méta. Et aussi, il y a des personnages là-dedans qui ils sont des vraies personnes qui travaillent dans l'industrie d'anime et ils sont introduits dans Shirobako. Et c'est vraiment cool pour moi de regarder un anime et voir « Ah, lui, je connais ». Alors maintenant, on regarde le reportage. Alors qu'un épais brouillard entoure la sortie d'un potentiel Left 4 Dead 3, Evolve apparaît comme une sorte de suite spirituelle. Ou plutôt comme un parent lointain, un cousin éloigné avec lequel il partage quelques fragments d'ADN d'une part, mais aussi et surtout une ambition, celle de ne pas se baser sur la concurrence et d'offrir aux joueurs quelque chose de neuf et de rafraîchissant. Si Left 4 Dead incarnait le renouveau du multi-coopératif, Evolve représentera peut-être sa prochaine étape, ou son évolution pour faire écho à son nom. C'est en tout cas avec l'intention de nous proposer une alternative aux classiques Deathmatch et Team Battles que le studio Turtle Rock a développé son prochain titre. Evolve est prévu sur PC, Xbox One et PS4 pour le 10 février prochain. À cette occasion, nous avons pu rencontrer Ian Willows, un producteur de 2K Games qui a pu nous en dire plus sur le jeu et ses particularités. L'idée du jeu, à la base, c'est vraiment de faire quelque chose de différent. Comme tu disais, il y a pas mal de jeux qui sont des jeux de tir en ligne qui sont à la base juste symétriques, tout le temps 4 contre 4, 6 contre 6. L'idée de 4 contre 1, c'est super important, c'est que ce que Turtle Rock voulait faire, c'est changer cette dynamique de bataille de boss. Donc les batailles de boss dans les jeux, c'est toujours contrôlé par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'équipe qui affronte le boss doit toujours juste suivre ce que fait le boss, tirer au bon moment, sauter au bon moment, on sait ce qu'il faut faire. Donc l'idée, c'est de mettre le contrôle du boss dans les mains d'un joueur. Comme ça, chaque fois qu'une partie se déroule, ça sera différent et ça varie à chaque fois. Juste avant la réalisation de cette interview, nous avons pu essayer une version du jeu plus complète et plus aboutie que celle qui nous avait été présentée lors de l'E3 dernier. Pour rappel, Evolve était prévu initialement pour le mois d'octobre, mais a été finalement repoussé de plusieurs mois. Un délai dont l'équipe de développement a pu se servir pour procéder à quelques améliorations et ajustements. Donc on a continué à travailler sur le jeu, bien sûr d'améliorer tous les petits détails. On continue à rajouter des personnages, donc depuis on a rajouté un nouveau monstre qui s'appelle le Spectre, 4 nouveaux chasseurs. Aujourd'hui, récemment on vous a présenté des nouveaux modes de jeu, donc on continue à améliorer petit à petit pour qu'ils soient prêts pour la sortie. Les 2 dernières semaines sont assez costauds. En fait, les petits détails, on fait une bêta cette semaine sur Xbox One. Donc, on est en train de préparer ça et préparer les tout derniers détails pour la sortie du jeu. Lors de la présentation, nous avons aussi pu découvrir le mode évacuation, un mode qui lie tous les mini-scénarios d'Evolve.
Alors le mode évacuation, c'est quelque chose qui rassemble tous les éléments d'Evolve, tous les modes, tous les chasseurs, tous les monstres, dans une expérience complète qui peut se jouer en ligne et hors ligne aussi. Ça se passe sur 5 jours sur la planète, c'est-à-dire 5 parties différentes. C'est toujours 4 contre 1, c'est le monstre qui s'affronte contre 4 joueurs, mais vous avez tous les modes de Evolve, donc mode de chasse, défense, nid, sauvetage. Et à chaque fois que vous jouez, ce serait différent. C'est-à-dire parce qu'il y a 12 cartes, 3 monstres, 12 chasseurs. Donc chaque partie d'évacuation sera différente. À la sortie du jeu, 3 monstres seront disponibles. Et on sait déjà qu'un 4e les rejoindra prochainement. Dans Evolve, chaque créature a des capacités et des pouvoirs différents, ce qui pousse les joueurs à adapter leur tactique en fonction du monstre qu'ils contrôlent et des personnages auxquels ils font face. Alors à la sortie du jeu, il y aura 3 monstres. Il y aura le Goliath, plutôt le monstre, la brute, le King Kong. Le Kraken, qui est le monstre qui vole, qui se bat à distance avec des attaques basées sur l'électricité. Et le Spectre, qui est notre assassin, qui attaque plutôt furtivement. La cible pour le monstre, ça va dépendre du joueur. C'est vrai qu'il y a des tactiques différentes. Tout le monde va dire que bon, il faut viser le soigneur parce que c'est le soigneur qui garde l'équipe en vie. Mais bon, le soigneur peut aussi être protégé par les autres membres de l'équipe, donc ça peut devenir un peu frustrant pour le monstre. Il faut aussi dire que le support est quelqu'un qui est aussi important à cibler parce qu'il protège l'équipe. Moi personnellement, j'ai toujours tendance à cibler le trappeur, surtout quand je suis piégé dans l'arène, parce que si je fais tomber le trappeur, l'arène tombe aussi. Donc il y a pas mal de tactiques, ça dépend. Côté tactique, les humains ne seront pas non plus en reste. Chaque personnage dispose en effet de son propre arsenal, le rendant plus faible ou plus fort contre certains monstres. Pour être le plus efficace possible, il faudra donc bien choisir son chasseur parmi une sélection de 12 personnages, dont 4 viennent tout juste d'être dévoilés. Donc les 4 nouveaux chasseurs qu'on vient de présenter, nous avons Parnell, le nouveau assaut, c'est un genre de super soldat, grosse armure, lance-missile. Nous avons Abe, le nouveau tracker, il a un pistolet à fléchette, c'est comme ça qu'il arrive à trouver le monstre pour l'équipe. Nous avons Kera, qui est plutôt un médic, un soigneur offensif, qui a un lance-grenade, qui peut changer, lancer des grenades napalm ou des grenades de guérison. Et nous avons Cabot, qui est le chef de l'équipe. Il peut lancer une genre de poussière radioactive qui aide l'équipe à trouver le monstre. Il a un canon électromagnétique qui veut dire qu'il peut tirer à travers les murs. Donc encore une fois, une équipe qui ajoute beaucoup de variété et beaucoup de façons différentes à jouer. Evolve est donc un jeu où les possibilités de tactique seront nombreuses, dans un camp comme dans l'autre. Pour les chasseurs, on songe déjà aux combos que l'on pourra exécuter en associant plusieurs de leurs compétences. Déjà, on peut penser à une équipe qui est basée un peu sur les dégâts. Par exemple, en prenant Parnell avec sa compétence de super soldat, il fait beaucoup plus de dégâts, il tire plus rapidement. Avec les points de faiblesse que Val peut mettre sur l'armure du monstre. Et en rajoutant Cabot, qui a un amplificateur de dégâts comme arme, bon, ça commence à être un peu chaud pour le monstre. Est-ce qu'il y a un camp qui gagne plus que l'autre ? Non. Et on est assez fiers de dire que le jeu est équilibré. Et dès le départ, c'était le but, surtout avec une expérience asymétrique comme Evolve, c'est d'avoir une expérience qui est bien équilibrée. Et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'était plutôt 50-50 pour monstres et chasseurs. Je pense que c'est aussi fun de jouer le monstre que les chasseurs. En chasseur, tu as une expérience qui est vraiment un travail d'équipe. Tu peux jouer tout seul si tu veux, mais avec des copains, c'est super fun. Du côté du monstre, c'est stressant d'une façon, parce que tu as affronté 4 personnes, mais d'un côté, tu es très puissant aussi. Donc, des deux côtés, c'est une expérience qui va être différente et très très fun. La conquête de Sheer est un combat truffé de possibilités. Parviendrez-vous à sauver la colonie ? Ou incarnerez-vous le monstre qui la détruira ? Il reste maintenant à découvrir si ce fameux équilibre sera conservé après la sortie du jeu. Avec l'éventail de possibilités qu'offre Evolve, on ne doute pas que très vite, de nouvelles stratégies seront mises en place par les joueurs et que celles-ci pourraient, à court terme, créer des situations imprévues. Turtle Rock Studios promet en tout cas d'être réactif et de suivre avec attention la progression de sa nouvelle IP. De notre côté, on aura l'occasion de vous reparler d'Evolve dans un prochain 101%, mais cette fois-ci, ce sera au cours d'une critique. So back in 1996, after I saw Perfect Blue, I went straight home,
le soir même, and I made what was actually my first website and the world's first Perfect Blue website. Then over the subsequent years, I made a Dragon Ball website, I made a Gunmo website, and I made a Bubblegum Crisis website, of course. And in early 2000, I discovered another website called Anime News Network that someone else had launched in 1998. And I was really impressed by the website, I really loved it, and I wanted to get involved. Long story short, I actually ended up being the editor-in-chief and owner of Anime News Network within a few months. And I ran Anime News Network for the next 3 months as a hobby. Now, just to clarify something about the name of Anime News Network, in North America at the time, anime was much bigger than manga. So while we call it Anime News Network, it refers to both, we cover anime, we cover manga, we cover Japanese pop culture, but anime is the biggest thing of those, hence the name. Anyways, over the next couple of years, I spent more and more time on the website. Initially, it was a couple hours out of my week, like $25 a month for hosting. Then by 2003, I was working 60 hours a week in my day job and 40 hours a week on the website and killing myself. I was dying. And we decided to make it a real business. I left my job, I focused on Anime News Network, and the goal really was to make it the world's biggest, best anime website. I don't know if we're the best yet, but I'm very happy with what we do. And we've actually managed to become the world's biggest anime and manga information website. That actually includes Japan as well. There's no website in Japan that's bigger than Anime News Network. And we have readers that visit Anime News Network from around the world. Only about 50% of our readers come from North America. We have a huge amount that come from Europe, that come from Southeast Asia, that come from South America. But oddly enough, one thing that's always pained me personally is that we have very few readers coming from France. And France has always been an important part of my life. So that actually brings us today. After a couple of years of running Anime News Network, actually a decade, we're in 2015, I was talking with a friend who launched Anime Land a long time ago. The magazine's over 20 years old, and I was looking at a way to expand Anime News Network into French and into France. And my friend Cedric, he was looking for a way to bring Anime Land into the 21st century. So we got together, and that's how we're at today, with Anime News Network becoming involved in Anime Land. And hopefully within a few years we'll manage to do for Anime Land what we managed to do with the website, and also really bring Anime Land into the 21st century, make it really well respected in France, give it the respect that it had before and that it deserves for being such a wonderful publication, and also give it international respect for being one of the best anime and manga magazines in the world. Mes chers enfants, aujourd'hui est un cours un peu spécial. En effet, il s'agit du cours de préhistoire numéro 99. Et quand on dit 99, on pense forcément à l'œuvre du mangaka Matsumoto Leiji, chez qui le chiffre 9 est un motif récurrent. Dans le cours d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vidéo consacré à un célèbre héros de Matsumoto Leiji, Uchu Kaizoku Captain Harlock. Captain Harlock, le pirate de l'espace, plus connu en France sous le nom Albator. D'ailleurs, dans le film Waga Seishun no Arcadia, l'Arcadia de ma jeunesse, l'uniforme d'Albator porte justement le numéro 99, comme le numéro de cours d'aujourd'hui. Bon les enfants, Albator, tout ça, c'est pas vraiment de votre génération, je sais, mais si vous voulez un conseil, évitez de dormir comme ça durant les cours de rétro gaming du professeur Pirou. Il est hyper fan de Matsumoto Leiji et risquerait de mal le prendre. Uchu Kaizoku Captain Harlock est un jeu développé par Family Soft, sorti en 1992 sur PC 98.
De son nom complet PC 9801, il s'agit d'un ordinateur japonais commercialisé par NEC à partir de 1982. Avec le FM Towns, le PC 98 a été l'un des ordinateurs les plus populaires au Japon jusqu'au début des années 90, avant de perdre du terrain face au standard IBM PC, surtout après la sortie du système d'exploitation DOS-V, qui permettait d'afficher des caractères japonais sur les ordinateurs IBM. Le PC 98 possède une ludothèque très riche, surtout pour ceux qui aiment les RPG, les jeux d'aventure de type visual novel et les wargames. Cette machine a également accueilli de multiples adaptations de licences anime-manga, ces jeux n'étant pour la plupart jamais sortis sur d'autres ordinateurs et restant donc inconnus en dehors du Japon. Et c'est le cas du jeu Captain Harlock. Uchu Kaizoku Captain Harlock s'inspire donc du manga du même nom, celui-là même qui avait été adapté en série animée en 1978. On y retrouve donc le conflit opposant le Captain Harlock, à bord du vaisseau pirate Arcadia, qui affronte l'armada Mazone. Menée par leur reine Rafflesia, les Mazones, ou Sylvidres dans la version française du dessin animé, sont des femmes végétales cherchant à envahir la Terre. Au vu de cette séquence d'intro, les fans auront sans doute remarqué quelques étrangetés par rapport à l'œuvre originale. Par exemple, Toshiro, le meilleur ami d'Albator et concepteur de l'Arcadia, est toujours vivant, et divers personnages de la série de 1982, Mugen Kido SSX alias Albator 84, apparaissent en cours de jeu. La femme pirate Emeraldas prend également part au combat, alors que dans la série d'origine, seule l'Arcadia se dressait face à l'armada Mahazone. Sans doute les développeurs du jeu se sont dit qu'avoir deux vaisseaux au lieu d'un rendrait les batailles spatiales un peu plus tactiques. Oui Xbox, ce qu'a pensé Matsumoto Leiji de ces changements? Excellente question Xbox. Matsumoto Leiji a semble-t-il été très impliqué dans la conception du jeu et notamment les caractéristiques des différents vaisseaux. Mais de manière générale, il n'a jamais été trop préoccupé par une continuité gravée dans le marbre. Son œuvre est une boucle du temps, Tokinowa en japonais, où les mêmes personnages archétypaux revivent sans arrêt des situations similaires. C'est sans doute comme ça qu'il faut traiter le jeu de Family Soft, une version alternative de la même histoire, tout comme la série animée avait de grosses différences avec le manga. Rassurez-vous les enfants, on ne va pas commencer à rentrer dans le détail du Tokinowa, c'est un peu trop métaphysique pour un cours de préhistoire. Et puis il n'y a que le professeur Pirou qui y comprendrait quelque chose. Donc on va revenir sur des choses plus concrètes, c'est-à-dire le gameplay. Le jeu propose deux types de niveaux. Le premier se déroule dans l'espace et oppose les forces pirates aux Mahazones dans une bataille au tour par tour. Le joueur peut déplacer un vaisseau et faire feu dans le même tour, mais chaque arme dépense plus ou moins d'énergie ou de munitions, ce qui oblige le joueur à se montrer économe. Heureusement pour l'Arcadia et le Queen Emeraldas, les deux vaisseaux pirates sont tout à fait capables de faire face à plusieurs dizaines de vaisseaux Mahazone sans subir de gros dégâts, du moins dans les premiers niveaux. L'autre phase de jeu se déroule à la surface de diverses planètes. Le principe général est similaire, sauf qu'au lieu de diriger des vaisseaux, on prend la tête de différents personnages. Chaque camp possède une structure bien spéciale, un hôpital pour les pirates et une sorte d'arbre-mère pour les Mahazones. Il faut détruire cette structure pour gagner la bataille. Mais pour y parvenir, il faudra évidemment utiliser au mieux les armes et capacités de chaque personnage. Il est également possible de déployer des soldats supplémentaires dans la limite de ses points de renfort. À la fin de la bataille, le joueur reçoit un score selon sa performance, le nombre de tours qu'a nécessité la victoire et les pertes subies. Comme vous pouvez le voir, Uchu Kaizoku Captain Harlock est un wargame assez complet, un peu austère graphiquement mais proposant un gameplay intéressant. Bon maintenant, il y a aussi un revers à la médaille. Car Family Soft a un peu triché et a en fait recyclé la formule d'un précédent jeu consacré à un autre space opéra japonais, à savoir Mobile Suit Gundam. À la différence que le jeu Gundam est quant à lui sorti sur FM Towns. Eh oui, ça fait un peu pratique tendu dit comme ça, mais quand on y réfléchit, à l'époque, dès qu'un concept de gameplay séduisait les joueurs, il était immédiatement repris par la concurrence, mais dans d'autres univers. Il n'y a qu'à voir le nombre de jeux de plateforme qui s'inspiraient de Mario dans les années 80, ou de clones reprenant le moteur de Doom dans les années 90. Et cela n'empêche pas Uchu Kaizoku Captain Harlock sur PC 98 d'être une adaptation soignée de l'univers de Matsumoto Leiji, à même de plaire à tous les fans du Leijiverse. Enfin, pour peu qu'ils sachent lire le japonais. Allez, une dernière anecdote au sujet de ce jeu. L'illustration de la boîte a été dessinée par nul autre que Komatsubara Kazuo, célèbre animateur et character designer ayant travaillé sur de nombreuses adaptations animées de Matsumoto Leiji. Le cellulo original fait partie de la collection de Monsieur Fukuoka Toshiro et est même régulièrement exposé à l'Espace Japon de Paris. Voilà mes enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, je vous demande de... Oui 3DS? Ah oui, un autre jeu de Matsumoto est sorti sur ta grande sœur la DS. Lequel? Galaxy Express 999.
Ouais, c'est certainement un oublié de la préhistoire. Écoute, merci du tuyau, hein, on va garder ton idée de côté pour le cours numéro 999. Enfin, si professeur Pirot et moi-même ne sommes pas déjà à la retraite. Okay, so Anime Land has been France's #1 most respected anime magazine since 1991. And while I'm getting involved and I'm bringing Anime Land and Anime News Network together, and we've changed a lot about the team of Anime Land, it's actually my intention to make sure that Anime Land stays very much a French magazine. The new team for Anime Land is all people who've been involved on the periphery of Anime Land for many years in France. They're French anime fans and manga fans, of course. And our goal is to modernize Anime Land, but it's really de le faire à la française, pas à l'américaine. So over the next 2 or 3 years, Anime Land is going to go through a lot of changes, bit by bit. And probably the biggest thing that Anime News Network can bring to Anime Land is that we have teams of writers all over the world, and we have, you can call them politicians or ambassadors in Japan, as well as a lot of journalists in Japan. And these people will be working with Anime Land to help Anime Land get access to material and stories that very few magazines in the world can get access to. Yeah, that's really my job, is to make sure that Anime Land has the resources that it never had before and that almost no one else has. So, I mean, I don't know what the next 3 years will bring, but hopefully within 3 years, Anime Land will be possibly the best anime magazine in the world, and manga magazine, of course, and hopefully you'll all be reading. So, and I mean, I can be reached on the internet very easily, so if you pick up a copy of Anime Land and you don't like it, send me an email, tell me what's wrong, and thank you very much. À la prochaine!